mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Serpent, caché, les spirales dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est grave, je monte pas dedans. Ouais. Voilà, c'est 7h moins quart. Donc on va commencer. C'est bon. Je n'ai rien fait aujourd'hui et je n'ai rien pensé. Le ciel est venu manger dans ma main. C'était une journée avec de l'espérance partout luisant dans les haies, dans les nuages et dans l'absence de tout jugement. Maintenant c'est le soir, mais je ne veux pas laisser filer ce jour sans vous en donner le plus beau, qui est aussi le plus faible. Vous voyez le monde, vous le voyez comme moi, ce n'est qu'un champ de bataille, des cavaliers partout, un bruit d'épée au fond des âmes. Eh bien, ça n'a aucune importance. La guerre n'a rien d'énigmatique. Mais l'oiseau que j'ai vu s'enfuir dans le sous-bois, volant entre les troncs serrés, m'a ébloui. J'essaye de vous dire une chose si petite que je crains de la blesser en la disant. Il y a des papillons dont on ne peut toucher les ailes sans qu'elles cassent comme du verre. Voici, je me rapproche de ce que je voulais vous dire, de ce presque rien que j'ai vu aujourd'hui et qui a ouvert toutes les portes de la mort. Il y a une vie qui ne s'arrête jamais. Et elle est impossible à exprimer. Elle fuit devant nous comme l'oiseau entre les piliers qui sont dans notre cœur. Vous savez, j'ai conscience que cette lettre peut vous sembler folle. Elle ne l'est pas. Ce sont plutôt nos pensées et nos occupations qui sont folles, prises comme des étourneaux au filet de la folie. Nous sommes enfouis sous des milliers d'étoiles. Et parfois, nous nous en apercevons, nous remuons la tête, oh, juste quelques secondes. C'est quelque chose d'inespéré, d'incompréhensible. Quelques secondes. Et ça suffit, n'est-ce pas, pour vivre éternellement. Ce qui peut être expliqué ne mérite pas d'être compris. Alors bonsoir et bienvenue à tous. C'est difficile de passer après un extrait comme ça parce que je casse un petit peu l'ambiance. En premier, j'aimerais excuser Madame Valérie Brossou-Guérin, notre directrice, qui est retenue par d'autres obligations. Mais elle m'a confié quelques mots à vous transmettre, alors je vous les lis. Mesdames, Messieurs, chers amis de la littérature et de la poésie, chers fidèles des cafés littéraires de Saint-Maurice, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue ce soir à l'occasion du lancement de la 18e saison des cafés littéraires. Vous avez trouvé sur vos sièges des marque-pages avec le programme de la saison. Les invités sont variés. Marc Agron, Antoine Choplin, Catherine Safonov, Fanny Wopman et Mélanie Richaud, tour à tour spécialistes de livres anciens, romanciers, poètes, auteurs, metteurs en scène et même écrivaines ergothérapeutes. Mais revenons à ce soir. Cette nouvelle saison débute fort avec une note particulière, tout en émotion et en poésie. Émotion, car cette soirée autour de Bobin réunit des personnes ayant participé en tant qu'invités de nos cafés littéraires, qui sont des personnalités phares de la Suisse romande dans leurs arts respectifs et que nous avons beaucoup de plaisir à voir ce soir. Yvette Terola, Philippe Hucher, Jean-Philippe Rapp évoqueront Bobin, le poète qui sait rire à plein cœur. Tout cela sous l'impulsion toujours aussi fine, pointue et appropriée de Geneviève Erard, cheville ouvrière de ces rencontres.
Si on veut transmettre quelque chose dans cette ville, c'est par la présence, bien plus que par la langue et par la parole, écrivait Bobin. Et pourtant, si Christian Bobin n'est pas physiquement présent ce soir, il sera là malgré tout, par l'évocation de son parcours, par la lecture de certains de ses textes, et sans doute via ses citations. Un grand merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. J'aimerais encore ajouter que ce café littéraire s'inscrit dans le programme que nous avons conçu pour fêter les 50 ans de présence de la médiathèque Vallée Saint-Maurice, qui œuvre au cœur de la cité depuis 1974. Mais maintenant, place au café littéraire et nous nous retrouverons ensuite pour partager un apéritif dans la convivialité et prendre quelque chose à boire, puisqu'il fait très chaud ici. Je vais essayer d'ouvrir une fenêtre pour que vous soyez mieux. Alors, belle soirée à tout le monde. Merci. En 2016, lorsque nous avons fêté les 10 ans des cafés littéraires, à la question qu'on me posait alors « Avec quel invité souhaiteriez-vous échanger ?» très spontanément et comme une évidence, j'avais répondu « Christian Bobin ». En novembre 2016, je lui ai écrit et voici ce qu'il m'a répondu. « Chère Geneviève Erard, votre invitation est très chaleureuse. Ne m'en voulez pas d'y répondre négativement. Le Valais est au bout du monde et même un peu au-delà pour celui que 10 mètres de sa maison à la boîte aux lettres rouillée dans les fougères princières comble de miracles et de songes. L'écriture, savez-vous, est tellement jalouse. Elle demande tout, y compris les silences et l'immobilité parfois absolue, comme pour un épervier, le vol plané au-dessus de sa proie. Oui, ne soyez pas trop chagrine. Il faut dans cette vie suivre une étoile jadis nommée instinct. Elle est au plus profond du cœur, inexpliquée, inexplicable. Tenez, montrez cette lettre à vos élèves. Dites-leur qu'on écrit encore à la main et qu'il y a parfois dans les livres quelque chose qui accélère le cœur bien plus que les images fabriquées. Ces temps-ci, je relis un livre d'un auteur de votre pays. Il a connu vos nuages, il a aimé vos silences. C'est Ramu, Aline. L'histoire d'un chagrin d'amour qui va jusqu'à mourir est le livre le plus pauvre que je connaisse, donc le plus riche. Peut-être quelques-uns de vos élèves s'émerveilleraient-ils de le lire à leur tour. À eux et à vous, toute mon amitié. Je n'ai donc pas pu convaincre Christian Bobin de s'arrêter à Saint-Maurice. Il protégeait cette sauvagerie qui participait intégralement de l'écriture de ses livres. Lorsque j'ai appris son décès en novembre 2022, je me suis promis de lui rendre, d'une manière ou d'une autre, hommage. Ce 29 août 2024, promesse tenue. Certes, un peu différemment de ce que j'espérais, le rêve s'est pourtant réalisé. La médiathèque accueille une soirée avec Bobin, le poète qui sait rire à plein cœur, comme le qualifiait son ami le gitan Jean-Marie Kerviche dans son évangile du gitan. Pour animer cette soirée, notre anniversaire, nous souhaitions associer des acteurs du café littéraire, des invités qui un jour ont participé à nos rencontres. Alors permettez-moi donc de saluer ici ce soir Yvette Terola, comédienne et chanteuse qui toutes ces années a fait, défait, refait ses valises pour fouler les scènes de France, Québec, Belgique, Allemagne, Suisse et raconter la vie dans les larmes, dans les rires et parfois les baisers, dans les peurs, les doutes et aussi les joies. Nous l'avions reçue à la médiathèque le 24 avril 2018. Philippe Lucher, metteur en scène, comédien et auteur de théâtre, successivement directeur du théâtre de l'Orangerie, du théâtre du Grutli, directeur artistique des Maisons Ménou. Philippe Lucher est aussi professeur d'interprétation théâtrale au Conservatoire de musique de Genève et a été l'invité du Café littéraire le 9 mars 2010. Enfin, Jean-Philippe Rapp,
journaliste, producteur, animateur du célèbre Zigzag Café, directeur de plusieurs festivals et l'invité à Saint-Maurice de 2 cafés littéraires le 19 avril 2007 pour partager ses passions, celle notamment de son métier. Et le 27 avril 2015, nous avions évoqué la figure marquante et aujourd'hui cruellement absente du poète Georges Haldas. Un souvenir personnel me revient. En juillet 2015, nous devions nous voir. Très naturellement, je crois, nous sommes arrivés au rendez-vous tous les deux avec un cadeau pour l'autre. Moi, j'avais dans les mains Nicolas Bouvier, Thierry Vernet, Correspondance des routes croisées, et j'avais joint en dédicace un extrait de Christian Bobin sur l'amitié. Vous m'avez offert son dernier ouvrage, La Grande Vie, publié en 2014, et vous aviez mis cette dédicace empruntée à Bobin, la poésie, la vie même révélée, sortie par 2 mains d'or des eaux du néant. À partir de là, nous avons toujours échangé sur Bobin. Deuxième extrait. Les nuages passent devant la fenêtre du salon, sans s'arrêter. La joie qui rayonne de leur lenteur, de leur métamorphose, de leur volonté, toute cette joie déborde d'eux, tombe de leur chariot neigeux aux roues lumineuses et s'entasse dans mon cœur. Mon enfance n'a jamais eu d'autre substance que cet amour pour une lumière qui sans fin m'abandonnait et sans fin revenait vers moi. Mon cœur est tapissé de blanc par tous les nuages que j'ai vus passer au-dessus du Creusot. La vie quotidienne ne laisse guère de reliques et n'a que peu de fidèles. Sa grâce est de n'avoir affaire qu'à l'impérieuse nécessité. Quand les choses se tiennent devant nous avec la même force que la mort, elles délivrent une grande lumière. Si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours, nous tomberions à genoux devant tant de grâce. Ces petites fleurs ne semblent flotter sur aucune tige, comme un ciel second égaré parmi nous. Un regard aimant sur elles et elles sont délivrées, remontant aussitôt au ciel premier, à l'intérieur duquel, selon le prophète Enoch, les anges forgent leurs épées et leurs cuirasses. Beaucoup de très belles choses nous attendent, sans jamais s'impatienter de ne pas nous voir venir. La vie quotidienne ne laisse guère de reliques et n'a que peu de fidèles. Sa grâce est de n'avoir affaire qu'à l'impérieuse nécessité. Quand les choses se tiennent devant nous avec la même force que la mort, elles délivrent une grande lumière. Plus la vie est simple, jusqu'à en être rude, et plus elle préserve sa beauté, comme une blessure dont les bords seraient francs. Je suis parfois mon propre mendiant. Je m'assieds devant moi et je tends la main, mais je manque de générosité et ma main reste vide. C'est à moi. J'ai une mission de la part de Geneviève, c'est de faire, vous vous rendez compte, une bio de Bobin. Vous le connaissez tous, Bobin, vous l'avez lu, je suis sûr, vous l'avez aimé comme nous l'aimons. Donc c'est pas très facile à faire, mais il y a au moins une chose qui est extraordinaire, je la souligne, c'est la lettre qu'il t'envoie. Parce que, imaginez quand même que cet homme-là est sollicité énormément, qu'il prenne le temps de répondre à quelqu'un qu'il ne connaît pas, en donnant le meilleur de lui-même. Il parle exactement de ce qu'il est. C'est l'ermite du Creusot. C'est exactement ça. Et il est déjà en train de dire qu'il consacre sa vie au petit rien. Il est en train de dire l'importance de la vie quotidienne qu'il faut abraser pour aller jusqu'à l'or de ce qu'elle possède ou ce qu'elle détient. Donc ça, c'est vraiment un acte magnifique. Alors j'ai essayé quand même, peut-être comme ça, déjà pour mon intérêt personnel, de savoir un peu quelle avait été son enfance. De quelle enfance vient-on lorsqu'on écrit comme Jean Bobin. Et en fait, il est né le 24 avril 1951, Christian Bobin. Il est dans la région de la fameuse forge du Creusot,
vous voyez le Creusot où ça se trouve, avec les usines Schneider. Et il faut savoir quand même que lorsqu'il naît, toute sa famille, plusieurs générations, ont travaillé pour les Schneider au Creusot. Et lorsque son père et sa mère, le père enseigne le dessin technique dans le cadre de l'école de Schneider, et puis sa mère, elle est décalqueuse. Mais il y a une autre chose qui est assez importante, c'est que le 17 octobre 1942, la RAF bombarde la région du Creusot. C'est 300 morts, c'est 600 maisons qui ont été totalement détruites et une quantité énorme de blessés. Et ça a un lien tout à fait avec la naissance de Bobin, parce que Bobin est né dans une maison de réfugiés. C'est une maison qu'on leur avait prêtée parce qu'ils n'avaient plus rien. Et c'est évidemment proche du site industriel. Et il le dit d'ailleurs, je suis né dans une ville qui pond des œufs en acier, les usines Schneider. J'ai grandi dans une famille où les personnes, si on les pressait trop de questions, se révèlent être en acier trempé. Donc cet enfant qui naît dans ce milieu, il faut quand même dire, un peu de nature éruptive. Il est un tout petit peu quand même agoraphobe. Il déteste l'école. Et ses parents, ça les arrange bien parce qu'ils seront un peu inquiets de le voir sortir dans ce milieu industriel et à cette époque quand même un peu dangereux. Donc lui, il va se réfugier dans sa chambre, dans la lecture et dans un petit jardin qu'il fréquente absolument et où il aime voir le ciel et la neige quand il y en a. Il va quand même faire des études de philosophie. Ses compagnons, là aussi, il est assez seul. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui rayonne comme ça, qui se fait des milliers d'amis. Il a quelques copains quand même, c'est Platon, Spinoza et Kierkegaard. À 25 ans, il commence à écrire. Et puis, il va y avoir une publication. Il rencontre un éditeur qui s'appelle Laurent Debu et les éditions Brandès. Et ces éditions vont lui faire confiance. Ils vont lui dire, ça fait depuis l'âge de 15 ans que tu écris des petits textes, on va les réunir et on va les publier. Et ça s'appellera Lettres pourpres. Mais le destin du poète, bien sûr, et vous en êtes un peu responsable aussi, le destin va quand même le saluer d'une autre manière. Il connaît un premier succès littéraire en 1991. Le titre, il a toujours aimé des très beaux titres, moi je l'aime bien. La petite robe de fête, 270 000 lecteurs et lectrices. Et puis surtout 1992. 1992, il écrit une méditation autour de François d'Assise qui s'intitule Le Trébat, qui est un texte admirable. Et pour un poète, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France ou ailleurs qui ont un succès pareil, il a 400 000 lecteurs. Il faut rappeler qu'il aura, vous verrez en cours de tout ça, il a quand même publié au terme de sa vie 60 livres qui ont été publiés, qui ont été traduits en 40 langues, et que c'est devenu vraiment un personnage. Il a même en 2016 reçu le prix de l'Académie française. Donc on l'a enfin reconnu, nous, et il y a longtemps qu'on l'avait reconnu. Et on se demande pourquoi il y a un tel succès. Comment se fait-il qu'un poète peut être des petites choses, comme on aimait à dire, l'ermite, pourquoi il a tellement de succès? Je crois que les gens ont été très vite reconnaissants du fait que, grâce à sa poésie, très simple et très profonde, il avait enrichi et embelli leur vie. Et depuis cette époque, je crois que c'est une chose qui est tout à fait importante. En 1979, il rencontre une femme, Ghislaine Marion. Elle devient son amie, elle devient son inspiratrice. Et comme les poètes ne font pas les choses très simplement, elle est déjà mariée avec 3 enfants, ça ne va pas les décourager. Ils échangent beaucoup de lettres entre eux, ils se voient beaucoup. Elle va divorcer, elle va en épouser un autre et il continue à l'aimer de la même manière. Et le drame, c'est que lorsqu'elle aura 44 ans, elle va mourir. Elle va mourir d'une rupture d'anévrisme. Et à partir de là, toute une série de textes de Bobin vont être marqués par cet événement. La mort, mais lorsqu'il parle de la mort, il ne parle pas pour célébrer la mort ou accuser la mort. Il parle de la mort pour parler de la vie, toujours, toujours, toujours. Et évidemment qu'il y a un livre magnifique qui sort à cette époque, qui s'appelle « La plus que vive ». « La plus que vive », c'est un texte d'amour humain, absolument somptueux. Et puis, il va quand même publier encore d'autres choses. Il va publier La Belle Allure. Je ne sais pas si vous avez lu ça, La Belle Allure.
La Belle Allure, c'est un des seuls textes qui est un texte narratif. Le reste étant composé enfin le reste. Toute l'œuvre étant composée de textes, de poèmes. Mais La Folle Allure, c'est un texte, comme on dit, narratif. Il raconte la vie d'une jeune femme qui naît dans un cirque et qui va essayer tout au cours de son existence de gagner ce qui est essentiel pour elle et pour lui, c'est-à-dire la liberté. Et on va évidemment, on pourrait pendant des heures parler de Bobin, ce n'est pas mon rôle, et vous avez mieux à faire à entendre les textes lui aussi bien, mais je dirais que pour conclure, c'est peut-être pour Geneviève, j'ai pensé, parce qu'en relisant, parce que j'ai relu quand même, moi je lis tout le temps, je crois qu'il était profondément aimé pour son humanité, son goût et son respect de la vie sous la forme la plus ardente. Et il écrivait notamment, et je trouve le texte très beau, et il correspond à une réponse de la lettre, « Les poèmes sont les pièges qu'on pose dans la forêt du langage, et qu'on pose en silence. On vient de temps en temps les relever, voir si un ange s'est fait prendre. On reconnaît un ange à son humanité. » Je me moque de la peinture. Je me moque de la musique. Je me moque de la poésie. Je me moque de tout ce qui appartient à un genre et lentement s'étiole dans cette appartenance. Il m'aura fallu plus de 60 ans pour savoir ce que je cherchais en écrivant, en lisant, en tombant amoureux, en m'arrêtant net devant un liseron, un silex ou un soleil couchant. Je cherche le surgissement d'une présence, l'excès du réel qui ruine toutes les définitions. Bach est plus que musicien, Soulages est plus que peintre. Rimbaud n'est poète que secondairement, comme les cendres qui retombent en papillons du volcan, ses poèmes. Je reconnais dans ces insensés ce qu'apprend avec effroi le nouveau-né chaque fois que le visage de sa mère lui réapparaît, crevant la toile de l'air comme le lion, le cercle de feu. Il y a une réalité infiniment plus grande que toute réalité, qui froisse et broie et enflamme toutes les apparences. Il y a une présence qui a traversé les enfers avant de nous atteindre pour nous combler en nous tuant. Retiré du fracas du monde, le poète sur la page blanche lance sa toupie de silence et fait naître le chant d'un oiseau sans partition. Affranchi de la fiction narrative, voyageur immobile, Bobin tisse une œuvre où dansent et chantent tous les visages, toutes les voix aimées, devenues silencieuses. Ghislaine Marion, René et Germaine Bobin, le poète Riocan, le peintre Pierre Soulages, les écrivains Jean Grosjean, André Dhôtel, la poétesse Emily Dickinson, le philosophe Ernst Jünger, les musiciens Glenn Gould et Jean-Sébastien Bach. Le poète Jean-Pierre Siméon, qui a été jusqu'en 2017 directeur artistique du Printemps des Poètes et l'invité du Café littéraire à Saint-Maurice le 19 septembre 2023, a bien connu Christian Bobin. Auteur de pièces de théâtre, de recueils de poèmes, d'ouvrages pour enfants, il dirige depuis 2018 la collection Poésie Gallimard. Absent ce soir, il a accepté d'écrire quelques mots d'hommage qui présentent l'œuvre de Christian Bobin. Texte pour hommage à Christian Bobin. Il est de rares écrivains qui ont en chaque lecteur plus qu'un lecteur, un ami,
C'est typiquement le cas de Christian Bobin et cela s'explique aisément. Si la moindre de ses œuvres témoigne d'une maîtrise et d'une singularité littéraire hors norme, ce qui en fait le prix, c'est que ce qu'il écrit dépasse toujours le strict domaine du littéraire pour atteindre à ce que devrait être tout geste poétique, une conversation de l'âme à l'âme. Je veux dire que la moindre de ces pages est une parole adressée, intimement adressée. Elle brûle d'une ferveur humaine qui éclaire et réchauffe qui la reçoit. On sait que la lecture de Bobin réconforte, encourage, donne espoir envers et contre tout. On ne peut manquer de remarquer cependant ce paradoxe. C'est que, en chacun de ces livres, la mort, l'éphémère et la fragile de notre condition, la douleur parfois de vivre forme un arrière-plan constant. Or, c'est cette lucidité de celui qui écrivait quelques mois avant de mourir sans savoir ce qui l'attendait. Nous avons tous ceci en commun, de pouvoir mourir à chaque instant, qui donne force et présence lumineuse à ce que, comme nul autre, il sait chanter et offrir, la beauté aux mille formes et aux mille visages, que trop occupés aux motifs et ornements insignifiants de l'existence, nous ignorons, alors que là seulement se trouve le sens vrai de nos vies et la joie de l'accomplir. Quand vous aimez vraiment, vous êtes voué à une sorte d'échec miraculeux. Parce que ça ne sera jamais exactement comme vous vouliez. Ça ne sera jamais... Et puis, la vie est si dure par ailleurs. Elle vous oppose des choses à certains moments. Elle vous contre. Et elle a raison de le faire. Et puis même si elle n'avait pas raison, elle le fait. Donc, avec la volonté, vous gagnez des choses. Vous gagnez des places dans le monde. Vous le savez, vous avez fait une chose, si vous me permettez d'en parler, vous avez fait une chose incroyable. Travaillant quelque part, vous avez demandé le contraire d'une augmentation. Vous avez demandé à diminuer et à avoir un poste moins important. Ça n'existe pas, ça, d'habitude. Le cœur, il va vers ces choses-là. Donc, il ne gagne pas. Il ne gagne pas la loterie du monde. Jamais. Jamais. Mais il gagne plus. Il gagne autre chose. Oui, mais c'est autre chose que gagner à ce moment-là. C'est autre chose que gagner. Parce qu'un gain va toujours... un gagnant va toujours avec des perdants. Et dans ces histoires-là, dans l'amour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le Christ parce que c'est quand même incroyable cette chose. Il y a un homme qui traverse la vie sur assez peu de temps. Ses parents ne le reconnaissent presque plus. Il se fait engueuler par sa mère parce qu'elle lui demande pourquoi il traîne avec une bande de va-nu-pieds et qu'est-ce qui lui prend de parler comme s'il était en direct avec le ciel. Il a une vie publique, dite publique, de à peu près 3 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Il nous dit que faudrait s'aimer les uns les autres. Il faudrait avoir pour l'autre l'intérêt qu'on a pour soi-même. C'est tout. C'est juste tout. Et en récompense, on le cloue comme une chauve-souris sur du bois. Et voilà. Fin du premier épisode. Et voilà. Et ben ça, c'est des plus belles histoires d'amour qui soient. Parce qu'il n'y a pas de triomphe. Il y en a juste une semaine avant le désastre, sur un petit âne, avec des rameaux, mais c'est sur un petit âne. C'est sur un petit âne. Et les gens qui l'applaudissent, la foule qui l'applaudit, c'est la même qui va se le laisser être crucifié. Donc, l'amour n'est jamais, jamais, jamais vainqueur. Mais c'est comme ça qu'il triomphe, au fond. C'est comme ça que, dans un sens, il gagne. C'est en perdant qu'il gagne. C'est-à-dire, l'effacement, rien n'est plus beau que le dévouement. Rien n'est plus beau qu'un sacrifice. Rien n'est plus beau que d'avoir fait quelque chose sans aucun intérêt propre, sans rechercher son intérêt, sans même plus penser à soi, sans même plus exister. Rien n'est plus beau. Mais ça s'accompagne aux yeux du monde qui veut des causes avec des conséquences et qui veut de l'éclat. Ça s'accompagne d'une obscurité et ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. C'est pour ça, le cœur, cette défaite
prodigieuse. Le mot prodigieux vient sauver le mot défaite et il l'emmène au ciel. Dieu se repose à Marcillac dans le Gers. Sans doute a-t-il longtemps cherché un tel village où tout serait à sa juste place. Le ciel, les arbres, les pierres et les gens. Le cœur en est une place rectangulaire, battue de lumière et ceinturée par des arcades, où la fraîcheur et l'ombre circulent comme des petites filles faisant la ronde. Les bâtiments qui entourent la place ressemblent aux vignettes d'un de ces livres où, en même temps que la lecture, les enfants apprennent ce qu'est le travail d'un boulanger ou d'un maire. Les pierres sont peintes en ocre et jaune safran. L'église se tient un peu en retrait, comme une mère retient parfois son souffle devant la grâce vivante de ses petits. Elle converse dans la rue Saint-Jean et dans la rue Notre-Dame qui la borde avec deux magnolias géants dont l'explosion silencieuse libère un feu blanc. Tout dans ce village est mesuré et comme issu d'une pensée géniale. Chaque espace contenant et réfléchissant des autres espaces, ce qui fait que l'infini peut s'y déployer sans jamais tourner au désordre. Les rues s'en vont dans la campagne comme un bal. À une extrémité du village, un cimetière médite, épris de la même harmonie qui règne sur la place et proposant aux visiteurs des merveilles ingénues, des roses artificielles dont les pétales brillent comme une chair sous la rosée, le nom d'un mort en lettres d'or sur une plaque verticale, recopié à l'envers par les anges sur une dalle humide. À une autre fin du village, une rue s'élève sous un triomphe d'arbres joignant leur feuillage, jusqu'à une chapelle. Une vierge au nez cassé y porte un enfant dans ses bras. Au beau jour, les papillons par centaines viennent sur cette colline livrer des tournois en son honneur. On peut embrasser le village de Marcillac en quelques minutes, comme on peut l'épouser pour des siècles. C'est sans étonnement, plutôt comme une confirmation de la vérité de ce lieu, que j'y ai aussi rencontré le mal. Tout doit trouver sa place sur terre, même la noirceur du cœur humain. Le mal avait les traits d'un couple possédant 7 ou 8 maisons dans le village. Il ne parlait que d'elle pour se plaindre des tracas qu'elle leur donnait. Ils en vendaient certaines, en rachetaient d'autres ou les louaient. Dans leurs paroles, ces maisons ressemblaient à des tirelires géantes qu'ils secouaient pour entendre le bruit de leur argent à l'intérieur. Je les écoutais, sachant une autre part de leur histoire. L'oncle de la femme du couple était un boulanger. Un chagrin d'amour l'avait conduite à fermer son magasin et à tout lâcher de ce qui donne à un homme une importance à ses yeux et aux yeux des autres. En quelques jours, il avait tout quitté, sauf son cœur. Son cœur a pris la place de tout. Pendant des années, cet homme a, de sa démarche de boiteux, irradié de bonté les rues de ce village qui lui ressemblait tant, humble devant chacun et rendant service à tous. Le couple l'a prise en secrète haine, car personne ne flaire la sainteté aussi vite que le diable. Ils l'ont mise au service de leur famille,
le prenant comme chauffeur pour les conduire à l'église le dimanche à 100 mètres de leur maison. Là-bas, ils s'asseyaient au premier rang, face au maître-autel et au prêtre, qui n'était sans doute à leurs yeux qu'un notable désargenté. Quant à leur chauffeur, il avait droit à une petite chaise de paille tout au fond de l'église. Les années passaient qui n'apprennent rien aux imbéciles ni aux méchants. Et il continuait d'abuser de l'innocence de cet homme, raillant sa gaucherie, méprisant sa pauvreté et ne lui donnant jamais rien qui aurait pu adoucir sa vie matérielle. À sa mort, ils l'ont jeté dans le caveau familial sans faire inscrire son nom à côté des autres sur la tombe. J'écoutais ces gens dans leur demeure lourdement décorée et envahie par une odeur de cire. Je regrettais de n'avoir pu connaître ce juste quand j'ai tout d'un coup compris qu'il était partout dans l'air et l'ordonnance féerique de ce village qui me montrait son âme, aussi sûrement qu'une photographie. Ces gens mourront du mépris qui recouvre leur cœur comme une cire. Jamais ils ne feront graver le nom de celui qu'ils ont persécuté sur la tombe où il repose. Il s'appelait Maurice. Et si Dieu se plaît à Marcillac, il y est pour beaucoup. « 10 heures du soir, au commencement de l'automne, Christian Bobin rencontre Ghislaine Marion, jeune enseignante de français, mère de 3 enfants. Quelques jours plus tard, il dépose dans sa boîte à lettres une carte à jouer représentant la reine de carreau sur laquelle il a écrit « Ne rien attendre, ne rien penser, espérer que quelque chose un jour arrive ». Elle devient la compagne, la sœur de lait, comme elle aimera le dire, et Bobin d'écrire en dédicace du très bas, premier succès publié en 1995, c'est elle qui a délivré tous les chemins de l'encre. Tu ouvrirais ce carnet, tu verrais qu'il y serait question du ciel, de cette part du ciel qui reste en nous, électrisée, nocturne, sauvage, inaliénable. Tu verrais sur le bleu de ces pages la blancheur d'une étoile, qui est celle aussi du sel, du feu. Des mots passeraient sous tes yeux, dans le matin de tes yeux, un mot comme celui-là, âme, l'âme, un linge frais de soleil, amoureusement plié, un drap d'or pour la couche des amants, liseré de noir, brodé avec les initiales conjointes de l'orage et de l'aurore. Tu lirais encore plus loin, vers d'autres mots. Tu lirais les mots précieux, les mots ruisselants, les mots princiers, ceux du désespoir, ceux les mêmes de l'espoir. Tu comprendrais alors, tu comprendrais que dans chacun de ces mots, sur chacune de ces pages, il n'aurait été question que de toi, que de cette merveilleuse coïncidence entre toi et l'amour que j'ai de toi, entre toi et ces mots qui sont les miens pour te dire, entre toi et ces mots conçus dans la nuit, engendrés par ce désordre qui suit ton entrée en mon âme et qui la pacifie.
tu comprendrais que tu ne m'as jamais empêché d'écrire. Tu comprendrais que je n'ai jamais écrit que pour toi, même avant de te connaître, même dans le temps, dans l'immensité sombre du temps précédant notre rencontre, dans ce désert. J'écrivais alors dans l'attente de l'amour, dans l'attente de sa venue, dans l'impossibilité de sa venue. J'écrivais des mots plus orageux que la nuit, plus sombres que la nuit, dans l'espoir de la passer, de défaire la nuit par plus de nuit. À présent, j'écris dans l'amour, dans la lumière. J'écris avec des mots plus lumineux que la lumière, pour passer la lumière, pour atteindre ce qui en elle n'est plus sujet aux éclipses, pour gagner cette clarté qui ne désoriente plus la lente rotation des jours. Avec toi, j'écris. Avec toi, je vois que les mots sont les mêmes, ceux de la nuit, ceux du plein jour, ceux de l'attente de l'amour, ceux de l'amour, du désespoir, de l'espoir. J'écris dans ce savoir que nous sommes seuls à connaître. Je t'écris dans ces carnets, mais aussi dans tout ce que j'écris. Tu es présente, aussi bien d'un bout à l'autre, présente dans ces textes que j'envoie à Montpellier, dans cette impossibilité où je suis de parler de toi et qui n'est pas que circonstancielle, dans cette nuit où tu es en moi, dans cette nuit brûlante où tu es, qui se confond avec celle d'où viennent les mots, j'écris, je t'écris, je t'appelle. Sur ces pages, je t'appelle. Dans ces forêts, près de cet étang, sur ces routes, sur ces terres que nos pas, en les mesurant, portaient à l'infini, je t'appelle. La solitude fut mon lot, non pour en jouir, mais pour l'offrir à mon tour sous forme de livre, maison d'éclusier, cabane de jardin, chambre d'hôtes pour ceux que brûlent et meurent à peine sortis de chez eux, lancés dans le monde par la fronde d'un dieu assassin. Quant aux anges, ils ne viennent, quand ils viennent, que pour une seconde. Mieux vaut leur parler avec peu de mots si on veut avoir une chance de se faire entendre. Et d'ailleurs, quoi leur dire? Ils ne viennent pas en leur nom. Ils viennent au nom de la vie. Ils nous apprennent quelque chose. Et à peine nous l'ont-ils apprise, cette chose, qu'ils repartent dans un tournoiement d'ailes. Les anges et les écrivains font le même métier. Métier de plume, métier d'éclair. Mais là, prenons un exemple récent, vieux d'à peine 2000 ans. Un ange s'approche d'une jeune femme en Palestine. Il lui dit « Bonjour, vous allez avoir un enfant. Il ne sera pas de votre mari, pas d'un autre homme. Ce sera l'enfant béni de Dieu. Au revoir. » C'est, vous me l'accorderez, une annonce qui a fait depuis quelques bruits. Rien de plus simple, rien de plus bref que ces paroles. L'ange ne s'est pas encombré de grandes formules, de longues phrases méditatives, de théories sur la génétique et la psychanalyse. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il l'a dit simplement, ce qui ne veut pas dire sans ombre.
C'est d'ailleurs ça, un ange. Ce n'est rien d'autre. Une parole, d'où qu'elle vienne. Une parole qui vient nous délivrer par sa simplicité, nous éclairer par son mystère. Le frôlement d'ailes d'une parole pauvre. Et il est question de la poétesse Anna Akhmatova, n'est-ce pas? Nous croyons, nous, modernes, avoir inventé la brièveté des messages, aussi leur rapidité. Mais qu'est-ce, en regard de l'éclair du poème? La reine Akhmatova donne congé en un seul vers. Son royaume est immense de n'être rien. La beauté est quelque chose de pauvre, de simple, d'élémentaire. L'oublier de tout progrès. Une glycine, proche du mur en face de la fenêtre d'Akhmatova, tente une fugue. Ces centaines de petites mains bleu-rose essayent de passer par-dessus. À toi de jouer, ma fille. À toi d'écrire ce qu'il y a sous la vie terrible. Cette douceur insupportable que seule peut dire une glycine qui se balance au vent. La vision se fait en moins d'une seconde. Il faudra des jours, parfois des mois d'écriture pour sauver cette seconde, la préserver vivante dans le secret du papier blanc. Écrire ce poème pour tenir à jour le registre de l'Éternel est un travail de délicatesse et de patience incompatible avec celui des machines. Goutte à goutte, recueillir le sang des lumières, notre seul bien. S'appuyer sur l'épaule d'une glycine ou d'un chagrin pour quitter ce monde. Lever son verre à la santé des morts. Guérir à la vue de la plaie charitablement enneigée des bouleaux. Lydia Tchoukovskaya s'approche comme seuls s'approchent les amis inconnus, à toucher notre cœur comme peut le faire la brise du mois de mai. Le visage de Lydia en fuseau, ses yeux plissés pour ne rien perdre de la beauté d'un manuscrit, ses pauvres yeux grisonnants, frottés par trop de lectures, trop de copies à 2 heures du matin, ses yeux ruinés par une amitié qui ne demande rien pour soi que servir. Pendant une trentaine d'années, de 1938 à 1966, elle se fait servante de la poétesse. Celle-ci la sonne, parfois tard dans la nuit. « Pouvez-vous venir? J'ai 2 nouveaux poèmes. » Les poètes sont des monstres. Elle vient, laisse sa fille dormir à la maison, traverse la ville aux cathédrales meringuées, à l'émail des pavés givrés se dérobant sous les pieds. Elle écoute les poèmes puis les paroles d'Akhmatova. Elle apprend les textes par cœur. Une seule écoute suffit. Après quoi, on brûle le poème dans une soucoupe, par précaution. Revenue chez elle, Lydia recopie tout dans un cahier, ou si besoin, à l'envers du papier peint arraché au mur avec de l'encre mêlée d'eau. Anna, trop incertaine de sa ponctuation, demande à Lydia de décider pour elle. Quand aujourd'hui on lit un poème d'Akhmatova, on entend la respiration de Lydia. Les virgules, les points, les tirets ont pour métronome le souffle de la servante. En pleine guerre mondiale, pendant des heures, 2 femmes discutent passionnément de la place d'une virgule, de l'éclosion d'un silence. Les cerveaux, alors, et combien plus ceux d'aujourd'hui, sont labourés par un langage mort. Écrire à ce point de haute précision, c'est faire œuvre de résistance. Ça, c'est juste.
cœur de l'écriture de Christian Bobin, la mort qui habite l'œuvre et l'homme. À la fin des années 90, Christian Bobin voit l'image toute puissante de son père, René Bobin, atteint de la maladie d'Alzheimer, se fissurer. René Bobin meurt en 2008. 23 novembre 2022, mort de Christian Bobin. Son livre posthume « Le Murmure », édité chez Gallimard en 2024, commencé chez lui au Creusot en 2022, a été terminé durant les dernières semaines de la maladie qui l'a emporté à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, allée Saint-Jean-des-Vignes. Ultime confidence du poète. J'écris comme on s'absente, j'écris comme se cachent les bêtes éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. Mon père a séjourné 1 an dans une de ces maisons dignes de figurer au patrimoine de l'inhumanité. Jamais son visage ne s'est éteint. Je ne crois pas à ce qu'on dit. Ils ne nous reconnaissent plus. Reconnaître, c'est aimer. Et aimer, c'est sauvage, indicible. Quand mon père ne savait plus rien de moi, il savait encore qui j'étais. Je le sentais, je l'éprouvais. Et ce qu'on éprouve est plus grand que tout ce que nous dit la science. Ne trouvant plus les prénoms, il rusait. Interrogé sur moi, il répondait « C'est celui qu'on n'oublie pas ». Et sur ma mère, c'est la meilleure. Ces oublieux n'oublient rien d'essentiel. C'est ce qui les distingue de nous. Un peu avant 6 heures du soir, je raccompagne mon père dans le réfectoire de la maison de long séjour. La plupart des pensionnaires ont déjà été rassemblés dans cette pièce, certains depuis une demi-heure. Ils se font face, à 4 ou 6 par table. Leurs yeux sont éteints. Ils ne se parlent pas. Quelques-uns ont le corps recourbé sur leur assiette vide, comme des poupées à la tête cassée. Le mot « enfer » plane dans cette pièce. C'est un mot très précis. C'est le seul qui puisse dire ce lieu, cette heure et ces gens. 2 biens sont pour nous aussi précieux que l'eau ou la lumière pour les arbres, la solitude et les échanges. L'enfer est le lieu où ces 2 biens sont perdus. Mon père entame parfois une colère au seuil du réfectoire. Il refuse d'avancer, comme s'il pressentait que plus rien ne le détachera de cette communauté morte que sa mort personnelle. Sa colère tombe quand il découvre les visages de ceux qui partagent sa table, toujours les mêmes. Il les a côtoyés toute la journée et il leur serre longuement la main, chaque soir avant de se mettre à table, comme s'il les retrouvait après une longue absence. Ils répondent à sa poignée de main en souriant faiblement. Même en enfer, la vie peut ressurgir une seconde, venue on ne sait d'où, intacte. Il y suffit d'un geste. Je me suis penchée sur la tombe de mon père. J'ai appuyé ma main sur la pierre froide. Des nuages obscurcissaient le ciel. Le soleil est apparu et il a posé sa main sur la mienne. Le glacé de la pierre me disait l'absence définitive de mon père et la chaleur du soleil me disait la douceur toujours agissante de son âme. Je ne suis restée ainsi qu'une poignée de secondes, puis je me suis relevée
et suis revenue dans la ville avec au cœur une force énorme. Extrait 4. Cette façon-là de voir la vie, d'analyser les événements, d'aller chercher parfois de tout petits détails qui donnent tout à coup, c'est comme un prisme. Ça vous donne le vertige? Ben, plus je vois cette vie, plus je la regarde, plus j'essaye de la regarder, et plus je l'aime. Avec tout, c'est-à-dire avec ses passages sombres aussi. Et plus je l'aime, plus je suis d'accord à l'avance pour qu'elle me quitte un jour. C'est... Parce que je sais qu'elle est comme ça, et parce que je l'aime comme ça, parce qu'elle elle me traverse, et puis elle va me quitter, mais sa lumière est si belle qu'elle enlève toute crainte. Sa lumière est si belle qu'elle enlève toute crainte. Vous n'avez pas peur? Ça vous donne pas le vertige de voir qu'à un moment donné, ce souffle-là de vie peut vous quitter et qu'il va vous quitter? Je m'excuse de la mauvaise nouvelle. C'est à mon tour. J'étais dans un repas il n'y a pas longtemps. Et il y avait une dizaine de personnes autour de la table. Et à un moment, alors que je ne cherchais pas par la pensée de ce côté-là, mais à un moment, j'ai regardé tout le monde, un par un, très vite. Et je me suis dit, la mort va tous nous prendre. On est là ce soir, on plaisante, on parle, on est heureux de parler ensemble, mais la mort va tous nous prendre, un par un. Comme une petite fille qui cueille des fleurs dans un pré. Aussi innocemment. Aussi innocemment. Vous voyez? Et je me suis dit, c'est bien. Tout est bien comme ça. Cette soirée, et puis ce qui arrivera tôt ou tard pour chacun de ceux, et moi compris évidemment, pour chacun de ceux qui s'y trouvent. Il n'y a pas de... Non, pas de peur, non. Non, non. Ce matin, je me suis réveillé avec une armure. Une armée va se lever et moi, je suis en face. Ce que j'ai est lourd, mais ce que je suis est très léger. Son ombre n'aura aucun poids. Ne maudis pas cette nuit-là, car elle lave toutes les nuits du monde. C'est la beauté de la vie qui s'en va, et c'est très beau. Je repère le tout petit pli inquiet de tes yeux, et j'y installe mon hamac pour la nuit. Je suis comme un fakir au-dessus de ma douleur. Je baigne dans un sourire que même aux Indes on ne connaît pas. Je suis coloré et confiant comme une barrière de corail. Je suis faible comme un palais dans un nuage. Et je tiens à un souffle que je ne laisserai personne couper. Tout est parfait. Toi et moi, on est au cœur des poèmes maintenant. La nuit qui s'annonce est sacrée. Elle est plus belle qu'un couronnement royal. C'est une nuit unique. Ça y est, on est en route pour Marcillac. Nos plus beaux jours sont devant nous. La brièveté est gage de salut. C'est en se quittant qu'on se dit tout. Je suis au bout du langage. La poésie n'est rien, l'écriture n'est rien. La musique n'est rien.
Mais ce qui n'est rien ignore la mort. Les larmes et les sourires, sans cause, survivent à la fin du monde. On va vers des jours extraordinaires. Je vais vous demander quelque chose quand même. C'est juste un petit moment de silence. Parce que le passage du poète, c'est ça. On est stupéfait par ce qu'on a entendu si admirablement lu. On est stupéfait de l'entendre nous dire ce que fut sa raison d'être profonde. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité de se dire, avant de les applaudir, avant de remercier, avant d'entendre un dernier témoignage, je pense qu'on garde un tout petit moment de silence. Je pense qu'il aimerait ça. Et puis j'aimerais demander peut-être à Yvette, pour commencer, Bobin, qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Est-ce que tu as eu des liens avec lui? Et que représente la lecture d'un texte comme celui que tu as choisi? C'est Geneviève. Hein, On la remerciera aussi. Mais oui, oui. Mais comment dire, moi je connais Bobin depuis plusieurs décennies. Quand tu parlais de La plus que vive avant, quand j'ai lu ce livre, j'étais dans un état, je me disais, mais pourquoi j'ai jamais rencontré un homme comme ça dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas juste, c'est pas bien. J'aurais aimé rencontrer un homme comme ça, qui parle des femmes comme ça, qui parle de cette femme comme il en parle. C'est plus que bouleversant, c'est humainement... voilà, j'aurais pas connu ça. Mais je le connais à travers la lecture, c'est déjà pas mal, je trouve. Parce que lire, ça peut non seulement nous apporter du réconfort quand on va pas bien, quand on traverse des moments difficiles. Bobin, il est là, il est là. Si je le relis, je relis souvent. Enfin, le premier texte que j'ai, il y a peut-être une trentaine d'années, c'était La petite robe de fête. Puis après, j'ai lu L'homme qui marche pendant le confinement dans une église. Je disais à Geneviève, ça fait au moins 10 ans que j'essaye de faire un spectacle sur les textes de Bobin et je n'arrive pas à obtenir les droits. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Sa veuve, qui est aussi une poétesse absolument magnifique, qui vient du cirque, tu parlais du cirque avant, elle n'a pas Internet, il n'avait pas Internet non plus. Donc pour communiquer, il faut passer par les éditeurs qui donnent l'adresse et tout. Elle habite toujours au Creusot, d'ailleurs, Lydie Datas. Ils ont écrit un livre ensemble. Hein. Ouais. Et sa belle histoire d'amour avec Ghislaine, qu'est-ce que tu en penses? Justement, La plus que vive. Oui. C'est l'histoire de Ghislaine. Ce que je disais avant. Ouais. La chanceuse. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Se faire horizon. J'avais tiré des vers de Christian Bobin et je n'ai pas osé déposer la chanson sans lui dire. Donc je lui ai écrit parce qu'il était assez... On trouve son adresse relativement facilement. Et là, il a fait comme pour toi. Il m'a répondu une longue lettre avec cette belle écriture là et tout, en me disant, mais écoutez... dites que cette chanson, elle est de vous, même s'il y a des paroles de moi. Parce qu'une fois que c'est écrit, que j'ai écrit, ça appartient à tout le monde. Ça ne m'appartient pas. Mais j'ai quand même déposé la chanson qui s'appelle Se faire horizon à la SACEM, à la Suiza, pardon, avec le nom de Christian Bobin, bien sûr. Donc, je peux être assez fière de moi en me disant j'ai écrit une chanson avec Christian Bobin, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais disons que c'est ma petite comment dire... gloire. Hein? Gloire. Ma petite gloire personnelle. Et toi, Philippe? Moi, ce qui m'a sidéré au début, c'est son écriture. C'est comment il arrive à l'essence, avec des mots tellement simples. Il nous renvoie à des questions qu'on se pose par rapport à la vie, à la mort, au bonheur, à la recherche de soi, à l'amour, et avec des mots tellement simples et des mots qui s'agendent comme ça. Et il a cette chose unique, je trouve, c'est de pouvoir construire des phrases
avec des mots inattendus, mais des mots simples. Mais ensemble, ça devient étonnant. Ça devient étonnant et surtout, ça donne beaucoup ça remplit notre imaginaire. Et je trouve que chacun de ces livres est unique. Aucun ne se ressemble. Il y a chaque fois, avec sa même façon, sa même fabrication, mais c'est des univers différents. Voilà. Et chaque fois qu'on relit Oui, le même livre, en fait, on redécouvre différemment. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Et on n'est pas lassé de revenir. Ça a été un de ses combats quand même, parce que jusqu'à la fin de sa vie, il a dit « ce qu'on détruit actuellement, c'est le langage ». On est en train de détruire le langage. Et finalement, le vrai langage, c'est lui qui l'a. Oui, oui. On a un petit message là de Gabrielle Nanchen, je crois. Alors Gabrielle Nanchen est venue aussi, a été aussi l'invitée du Café littéraire. Elle aurait aimé être là ce soir. Et malheureusement, elle était retenue. Alors, elle a aussi écrit un texte et je vous le lis volontiers. Merci à Christian Bobin. Au début des années 2000, j'ai eu la chance de recevoir une lettre de Christian Bobin. Une association dont j'assumais la présidence organisait cette année-là une journée consacrée à l'intégration dans la cité des personnes présentant des problèmes psychiatriques. Pour y attirer les médias et le grand public, j'étais chargée d'inviter un orateur dont le nom était connu et qui avait des choses intéressantes à dire. En toute candeur, j'ai écrit à Christian Bobin. Je venais de lire La présence pure. Ce livre m'avait particulièrement touchée parce qu'une personne qui m'était chère se trouvait dans la même situation que son père, dont il est indirectement question dans le livre. Je le lui ai dit, notamment dans ma lettre. Il a pris la peine de m'envoyer une réponse manuscrite, la voici. Merci pour l'amitié de votre demande. Votre lettre est simple, droite, touchante. Ma réponse est malgré tout négative. Ne m'en voulez pas. Cette sauvagerie est mon ange gardien. Il me gouverne pour que mes mots soient le plus libres possible. Et puis, j'ai toujours peur de trop parler. Savez-vous que votre lettre me donne du courage et me renvoie à mon travail, proche de celui des psychiatres d'une certaine façon. Je voudrais écrire des livres qui apaisent sans mentir ni séduire. Cela n'est pas facile, mais qui dit que la vie est facile? Cela me touche que vous aimiez la présence pure, amicalement, signé Christian Bobin. À cette lettre, il avait ajouté une carte Bristol portant la phrase imprimée suivante. « Ce qui ne me tue pas me renforce, mais ce qui me tue me rend invulnérable. » Pendant des années, j'ai gardé cette citation en mémoire. Je l'ai dite parfois ou écrite à des personnes confrontées à une grande souffrance. Je précisais que l'auteur en était Friedrich Nietzsche. J'avais tort. Je viens en effet de découvrir, en recherchant la lettre dont je viens de vous parler, que cette phrase en réalité est due à Ernst Jünger. Nietzsche n'en a écrit que la première partie. Ce qui ne me tue pas me renforce. Ernst Jünger, ce nom ne me dit rien. Je consulte Wikipédia. J'apprends qu'il s'agit d'un écrivain, philosophe et scientifique allemand né au tournant du XXe siècle et mort centenaire, à la fois militariste, nationaliste et pacifiste. Il s'agit d'une personnalité complexe et controversée. En lisant plus loin pour essayer de comprendre l'intérêt que lui portait Bobin, je découvre que Jünger a vécu une épreuve terrible, une épreuve à première vue insurmontable. À la fin 1944, alors qu'il venait de prendre la tête d'une milice populaire levée pour épauler la Wehrmacht dans la défense du territoire du Reich, Ernst Jünger apprend la mort de son fils aîné, tombé sous les balles des partisans italiens dans la région de Carrare. Le jeune homme s'était engagé dans l'armée régulière pour suivre l'exemple de son père, il avait 18 ans. C'est certainement ce qui a incité Jünger à compléter la phrase de Nietzsche « Ce qui vous tue vous rend invulnérable ». Mais moi, je continue à la considérer comme un cadeau de Christian Bobin. Elle a été, elle est encore le viatique qui m'aide à rester debout, quelles que soient les épreuves rencontrées sur mon chemin. Gabrielle Nanchen, août 24. Je voudrais juste ajouter une chose dont devrait s'inspirer, à mon avis, quand même, le lieu où nous nous trouvons.
c'est la présence physique du poète. C'est grâce à lui. Il a fait un très beau travail. C'est extraordinaire de pouvoir se dire, mais on est en même temps en dialogue avec lui. Les lectures qui sont faites correspondent totalement à ce qu'il est. Et je pense qu'il faut que, chère Geneviève, vous continuiez dans ce sens-là. Je crois qu'il faut vraiment ne pas avoir peur d'utiliser les témoignages, de faire apparaître parce que, franchement, merci mille fois, vous avez été admirable. Mais quand vous écoutez, parce que moi j'ai un petit souvenir personnel, je l'aime depuis des années et des années, mais pendant le Covid, j'ai un vieux copain qui s'appelle Alexandre Haar. Et ce copain, on avait pris l'habitude de se téléphoner sans se voir. Et on a fait pendant 2 ans que de parler de Bobin, que de chercher des extraits de Bobin, que d'entendre ce que disait Bobin. Et je pense que vous pouvez aussi faire cette expérience. Allez l'écouter, allez le relire. En fait, moi j'aimerais d'abord que vous applaudissiez tous les deux parce qu'ils ont été magnifiques. Hein. Et puis, on ne quitte pas le poète comme ça, on lui accorde un dernier message. Et merci d'être venu. De faire attention, d'avoir la plus grande attention possible aux gens qui sont mêlés à notre vie, aux gens qui sont proches, de faire attention, de savoir que l'ombre a déjà mis une main sur leur épaule, même quand ils sont très jeunes, et que de toute façon ils nous seront enlevés ou qu'on leur sera enlevé. Et donc ça dure 1 seconde, si vous voulez, la vie à peu près, ça dure 1 seconde. Il faut juste que cette seconde coïncide avec 1 seconde d'attention en nous. Voilà, je crois que c'est ça le plus important, l'attention. Porter attention pour ensuite porter soin, donner soin. Voilà. Et merci à Geneviève quand même parce qu'elle est l'âme. Hein. Et puis, Sophie, quel est le prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous, c'est le 29 octobre à 18h45 avec Monsieur Marc Agron. Voilà. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Voilà.